Masechet Sanhedrin Daf Yud Aleph Amud Bet. On va commencer par Yud Aleph Amud Aleph au troisième tiers de la page. Tanu Rabbanan En me'aberin et hashana ela im ken irtse nasi. Il s'agit ici du Hibur Hashana, la mitzvah de rajouter un deuxième Adar s'il y a nécessité éventuelle. Pour rappeler rapidement le sujet, on sait que il y a une différence, un décalage entre l'année lunaire et l'année solaire. L'année lunaire, elle est de 354 jours, alors que l'année solaire, elle est de 365 jours et 6 heures. Donc il y a 11 jours et 6 heures d'écart. Après 3 ans, le décalage, il est de plus de 33 jours. Or, pour que les fêtes juives puissent tomber dans leurs saisons respectives, à savoir que Pessah tombe au printemps, que Sukkot tombe en automne, on a besoin, tous les 3 ans, de rajouter un deuxième Adar. En 19 ans, on va avoir 7 années embolismiques, où il y a 2 Adar. Nous verrons, Be'ezrat Hashem, quels sont les facteurs, il y a d'autres facteurs qui peuvent déclencher la nécessité de rajouter un deuxième Adar. Et pour ce faire, il faut que le Beit Din siège et réfléchisse convenablement pour estimer, évaluer toutes les données et voir s'il faut rajouter un deuxième Adar. On verra qu'il y a plusieurs facteurs. Mais cette baraïta va nous dire qu'il n'est pas suffisant que le Beit Din ait étudié le sujet. Il faut que le Nasi, c'est-à-dire le président du tribunal, le Rosh HaSanhedrin, le chef du Sanhedrin, donne son approbation. Si lui n'a pas donné son approbation, eh bien on ne pourra pas rajouter un deuxième Adar. Tanu Rabbanan en me'aberin et hashana. On ne peut pas transformer l'année en Shana Me'uberet. Une année classique ne peut pas devenir une année embolismique, même si le Beit Din a étudié la question et il a estimé qu'il fallait rajouter un deuxième Adar, et la imken irtse nasi, que si ils ont obtenu l'approbation du nasi du Sanhedrin. Et la Braïta raconte une histoire à ce propos. Umaase beraban Gamliel, שהלך ליטול רשות אצל שלטון אחד שבסוריה, ושהה לבוא, ועברו את השנה, על מנת שירצה רבן גמליאל. וכשבא רבן גמליאל ואמר רוצה אני, נמצאת שנה מעוברת. L'histoire est la suivante, c'est que une fois Rabban Gamliel a dû voyager en Syrie pour obtenir le réchoute d'un Shilton Ehad Shebesouria, c'est-à-dire que un gouverneur en Syrie, qui était un goy, il a eu, on va dire peut-être qu'il a décrété contre les Juifs quelque chose, alors Rabban Gamliel a été le voir pour essayer d'arranger la situation. En tout cas, Rashi dit, l'itol reshut ledaber al iske tzibur, pour aller parler en faveur de la communauté juive d'Eretz Israël. Donc il a été en Syrie. Rabban Gamliel était donc absent d'Eretz Israël. Et c'était lui le Nasi. C'était lui le Rosh HaSanhedrin. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Sanhedrin a débattu, ils ont siégé pour étudier la nécessité de rajouter un deuxième Adar, et ils ont finalement décidé que oui, il fallait rajouter un deuxième Adar. Mais ils l'ont conditionné, ils ont dit comme ça, on rajoute un deuxième Adar cette année, à une seule condition, c'est que Rabban Gamliel dise oui. Et en effet, quand il est revenu de son long voyage, il a dit Rotseani, je suis d'accord. À partir du moment où il a dit je suis d'accord, Nimtzet Shana Me'uberet. L'année est devenue Me'uberet dès qu'il a dit oui. Tanu Rabbanan, encore une baraïta. En me'aberin et hashana, ela imken hayta tzricha, mipene hadrachim, ou mipene hagesharim,
ומפני תנורי פסחים, ומפני גלויות ישראל שנעקרו ממקומן, ועדיין לא הגיעו. אבל לא מפני השלג, ולא מפני הצינה, ולא מפני גלויות ישראל שלא עקרו ממקומן. Cette baraïta nous donne des facteurs, une liste de facteurs qui peuvent déclencher la nécessité de rajouter un deuxième Hadar. Par exemple, mipene hadrachim. On sait que à l'époque, les chemins n'étaient pas goudronnés. Donc en hiver, la terre qui avait été mouillée par les pluies et s'est transformée en boue, finalement les chemins n'étaient plus aptes au voyage des pèlerins. Ce qui fait que les gens qui allaient devoir venir pour célébrer la fête de Pessah à Yerushalayim et offrir l'agneau pascal dans le Beth Amikdash ne pouvaient pas voyager. Il y avait des millions de Juifs qui venaient de toutes parts. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Rajouter un deuxième Hadar pour que on ait le temps de laisser sécher les routes et de frayer des chemins, de préparer les drachim pour les voyageurs, pour tous les pèlerins. Omipene Gesharim, pareil, les ponts qui s'étaient abîmés, il fallait les restaurer, les réparer. Également Tanurei Psachim, les fours étaient en argile. Comment tu vas rôtir l'agneau pascal si tu n'as pas de four? Puisque la pluie avait abîmé tous les fours qui étaient en argile, il fallait les laisser sécher pour pouvoir cuire dedans le Korban Pessah. Donc c'était une raison valable de rajouter un deuxième Hadar pour que Pessah soit décalé d'un mois. Et c'est comme ça qu'en attendant, le climat va se réchauffer, les routes vont sécher et les tanourim également. Également, si le Beddin a entendu qu'il y a beaucoup de Juifs de diaspora qui se sont déplacés pour arriver à Jérusalem pour célébrer la fête de Pessah. Alors ces gens-là, selon le timing, ils vont arriver après Pessah. Alors les pauvres, ils ont fait tout ce long voyage pour rien. Résultat, ça va les décourager totalement. Les années suivantes, ils ne reviendront plus. Pour ne pas les dissuader, on va décaler Pessah en rajoutant un deuxième Hadar, et c'est comme ça que ils ont le temps d'arriver tranquillement à Yerushalayim et passer Pessah à Yerushalayim. Alors répétons, quels sont les facteurs? Mipene hadrachim, les chemins, mipene hagesharim, les ponts, mipene tanurei pesachim, les fours pour retirer le Korban Pessah, et également pour les galouyot Israël, shene'akeru mimekoman ve'adain lo higiru, pour les Juifs de diaspora qui ont déjà démarré leur voyage, ils sont à mi-chemin, mais ils n'auront pas le temps d'arriver. Alors il faut rajouter un deuxième Hadar pour qu'ils aient le temps d'arriver. Aval, lo mipene hasheleg, velo mipene hatzina, velo mipene galuyot Israël, shelo akru mimekoman. En revanche, on ne peut pas rajouter un deuxième Hadar parce qu'il fait froid. C'est-à-dire, Pessah, cette année-là, va tomber très tôt, donc il fait froid encore. Alors que si on rajoute un deuxième Hadar, Pessah va tomber un mois plus tard, il fait déjà plus chaud. Est-ce que c'est une raison valable pour encourager les pèlerins à venir pèleriner au Beth Amikdash pendant la fête de Pessah? Alors on rajoute un deuxième Hadar, comme ça ils n'auront pas froid durant leur voyage. Non, ce n'est pas une raison valable. Pourquoi? Car même s'il fait froid, ils viendront tout de même contre vents et marées. Alors c'est pas une raison de rajouter un deuxième Hadar. Et même pas la neige. Même s'il neige, eh bien, ce n'est pas une raison de décaler Pessah d'un mois en rajoutant un deuxième Hadar, parce que la neige ne va pas les empêcher. Et également, Velo mipene galuyot Israël shelo akru mimekoman. Si par exemple, on sait que les Juifs de diaspora n'ont pas encore démarré leur voyage.
Alors qu'est-ce que tu dis? Eh bien, on va rajouter un deuxième Adar pour les encourager à venir. Non. Quand est-ce que on rajoute un deuxième Adar? C'est seulement si les Galouyot Israël, les Juifs de diaspora, de la Gola, ont commencé à venir, ils sont à mi-chemin. Alors là, ils vont arriver jusqu'ici pour rien. Alors là, tu rajoutes un deuxième Adar. Mais si de toutes les façons, ils vont rester chez eux, alors il n'y a pas besoin de rajouter un deuxième Adar. Juste, je rappelle que Tosfot, dans Masechet Psahim, dans l'une des trois réponses, ils disent que les Juifs qui habitent en dehors d'Eretz Israël n'ont pas le hiyuv de Aliyah la Regel, n'ont pas le hiyuv d'aller sacrifier le Korban Pesach à Yerushalayim. Ils le déduisent de l'histoire de Rabbi Yehuda de Netzivin. Lorsqu'un jour un goy est venu voir Rabbi Yehuda de Netzivin et il lui a dit « Je me suis bien moqué des Juifs à Yerushalayim », certainement il a dû mettre une kippa, et il s'est fait passer pour un juif, et ils lui ont donné à manger de l'agneau pascal. Alors que c'est écrit, Kol harel lo yochalbo, kol ben nechar lo yochalbo, c'est assourd de donner korban pesach à un goy. Mais comme il s'est fait passer pour un juif, il s'est moqué d'eux. Il est venu, très fier de lui-même, il a raconté ça à Rabbi Yehuda, qui était en Chutz Laaretz, dans la ville de Netzivin. Rabbi Yehuda l'a bien piégé. Il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu as mangé de la alia? Il lui dit, c'est quoi ça? La graisse qui se situe au niveau de la queue. Est-ce qu'ils t'ont donné de ça? Ça, c'est le meilleur. S'ils t'ont pas donné ça, c'est normal. En fait, ils t'ont pas donné ce qui est bon du Korban Pessah. La fois d'après, il est allé. Et il a réclamé de la alia. Mais ils lui ont dit, mais c'est assourd la alia. Qui t'a dit de demander ça? Rabbi Yehuda de la ville de Netzivin. Ils ont mené l'enquête et ils ont trouvé que c'était un goy. Et donc ils lui ont réglé les comptes. Et après, ils ont envoyé un message à Rabbi Yehuda en disant « Rabbi Yehuda, ata yoshev ben Netzivin ou metsudatra prusa berushalayim » Toi, tu es installé dans la ville de Netzivin et à des milliers de kilomètres, tu as établi ton piège là-bas à Yerushalayim. Tosfot pose la question, ils disent, mais comment ça se fait que Rabbi Yehuda n'était pas à Yerushalayim? Alors ils ont trois réponses. L'une d'entre elles, c'est qu'ils disent qu'étant donné qu'il habitait en dehors d'Eretz Israël, eh bien il n'a pas le hiyuv d'aller pour le Korban Pessah. Ça corrobore ce qu'on vient de voir, que on va pas rajouter un deuxième Adar pour permettre aux Juifs de diaspora de venir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de hiyuv. Bon. Tanu Rabanan, encore une baraïta à propos du Ibour Hashana. En me'aberin et Hashana, lo mipene hagdaim, velo mipene atelaim, velo mipene agozalot shelo perhu. Aval osim otam, saad lashana. Ketzad, Rabbi Yanai Omer, mishum Rabban Shimon ben Gamliel, mehodain nachna lechon, de gozlaya rekichin veimraya da'dekin, vezimna de aviva lomata, ושפירת מילתא באנפאי, והוסיפית על שתדה תלתין יומין. La Baraïta nous dit, on a vu quelques facteurs qui peuvent déclencher en effet la nécessité de rajouter un deuxième Adar. Mais on ne peut pas rajouter un deuxième Adar pour permettre à l'agneau pascal d'être plus gros. Par exemple, si on a des gdaïm, des chevreaux, des tlaïm, des agneaux, car les deux peuvent servir pour le Korban Pessah. Un gdi, c'est le fils de la chèvre. Le taïch, le bouc, et la chèvre, aez, donne naissance à un gedi. L'otevachel gedi bahalevimo, c'est un chevreau. Et nous avons aussi le talé. Talé, c'est l'agneau, qui est le petit de la brebis avec le mouton, avec le bélier. Le bélier s'appelle Aïl, le mâle, et la femelle s'appelle Rachel, Rechela. C'est la famille des kvasim, des moutons. Alors le talé, ou donc ce qu'on appelle l'agneau pascal, ou le chevreau pascal, les deux sont cachers. Si on a des gdaïm,
donc c'est Gedi au pluriel. Ou des Tlaïm, c'est talé au pluriel, mais qui sont maigres. On a envie de rajouter un deuxième Adar pour qu'ils aient le temps de grossir. Comme ça, on aura un bon agneau, un bon chevreau, plus gras. Eh bien non, ce n'est pas une raison valable. Puisqu'on peut faire le Korban Pessah avec un chevreau qui est maigre, un agneau qui est maigre, eh bien, c'est pas parce qu'on a envie que ce soit meilleur qu'on va rajouter un deuxième Adar. Ou encore, Velo mipene à Gozalot chez l'Operhu. Les Gozalot, les pigeons. Pourquoi on parle ici de pigeons? Et on ne rajoute pas un deuxième Adar pour permettre aux pigeons de grossir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est-à-dire qu'il ait des plumes, des ailes plus grandes, les froids. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait qu'une femme qui a accouché, une yoledette, après 7 jours depuis la naissance d'un garçon, ou 14 jours depuis la naissance d'une fille, elle peut aller au mikvé et elle est cachère pour son mari. C'est-à-dire que ça y est, elle peut reprendre sa vie conjugale normale. Mais elle n'a pas le droit d'aller au Beth Amikdash, ni de manger des korbanot pendant toute une période qu'on appelle Yoshevet Aldam Tohar. Ad Melot Yeme Tahora. C'est combien de temps? Eh bien, c'est 33 jours pour un garçon et 66 jours pour une fille. Donc, 7 jours plus 33, ça fait 40. Le 41e jour, elle devra apporter les korbanot de Yoledet. Il y a aussi Kiné Yoledet, c'est-à-dire 2 oiseaux, un Rola et Hatat, et Had le Rola et Had le Hatat. Alors, ce nid d'oiseaux, ça peut être soit des Torim, c'est-à-dire des tourterelles, soit Bénéona, des petites colombes. Il faut que, si c'est des colombes, il faut qu'ils soient petits. Parce que la Torah, elle a dit Bénéona. Et pour les Torim, il faut qu'ils soient grands. Elle n'a pas dit Béné Torim, elle a dit Torim. Alors, puisque la femme Yoledet, elle peut apporter, on va expliquer, excusez-moi. La femme Yoledet, il n'y a pas qu'elle, il y a aussi la Zava. Le Zav, la Zava. Un homme Zav, qui est Zav Hamour, qui a eu un écoulement pendant 3 jours consécutifs. Alors il est Zav Hamour. C'est-à-dire qu'il faut pendant 7 jours qu'il soit chez Varanekim, qui ait eu aucune pollution, aucun écoulement. Et après 7 jours, il va au mikvé. À la tombée de la nuit, il est tahor. Mais le lendemain, il faut qu'il apporte au Beth Amikdash un korban qui est un nid d'oiseau. 2 volailles, Ehad le'ola, ve'ehad le'hatat. Soit Torim, soit Bénéona. Pareil, la Zava, qui a eu un écoulement de sang pendant 3 jours d'affilée, pendant la période de Ziva. Pas pendant la période de Nida, pendant la période de Ziva. Parce qu'on a 7 jours de Nida et 11 jours de Ziva. Alors, Zav, Zava, Yoledet, tout cela, ils doivent apporter un korban de volaille, 2 oiseaux. Ehad le'ola ve'ehad le'hatat, soit Shtetorim, soit Shene Beneyona. Et maintenant, ces gens-là, est-ce qu'ils allaient voyager à chaque fois, faire un long voyage pour amener au Beth Amikdash ces korbanot? C'était très dur. Qu'est-ce qu'elles faisaient, ces femmes ou ces hommes qui étaient Zava, Yoledet? Eh bien, ils disaient, de toutes les façons, on doit voyager à Yerushalayim pour les fêtes de pèlerinage. On va y aller pour Pesach Shavuot Sukkot. On en profitera pour apporter nos korbanot personnels. D'une pierre 2 coups. Maintenant, on pourrait dire, attends, mais les oiseaux, ils sont encore tout petits. Est-ce qu'on va rajouter un deuxième Adar pour laisser le temps aux oiseaux de grossir, de grandir? On te dit non. On ne rajoute pas un deuxième Adar pour ça. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas obligée d'apporter des tourterelles, des torim qui sont grands. Elle peut apporter des petits bénéona. Au contraire, il faut qu'ils soient petits. Alors, pourquoi tu vas rajouter un deuxième Adar? Je répète,
en me'aberin et hashana, lo mipene hagdaim, velo mipene atelaim, velo mipene agozalot shelo perhu. Aval osim otan sa'ad lashana. Mais ces facteurs-là, dont on vient de parler, ça peut s'associer à d'autres facteurs valables. Comme nous verrons Be'ezrat Hashem, dans le Hamoud Bet, on verra qu'il y a 3 facteurs principaux qui peuvent déclencher la nécessité d'un deuxième Hadar. On verra qu'on peut rajouter un deuxième Hadar par rapport à Aviv, par rapport à Perot HaIlan et par rapport à la Tekoufa. Je ne vais pas expliquer maintenant c'est quoi ces 3 facteurs, mais en tout cas la Braïta va dire là-bas que Al Shnaim Mehem Me'abrin, Al Ehad Mehem Lo Me'abrin. Il faut qu'il y ait 2 facteurs réunis. Soit Perot HaIlan et Aviv, soit Aviv et Tekoufa. En tout cas, il faut qu'il y ait 2 facteurs. Là, on est en train de nous dire que si on n'avait qu'un seul facteur, si on a également le problème des agneaux qui sont petits, les chevreaux qui sont petits, les oiseaux qui sont petits, eh bien, on pourrait en faire de cela un deuxième facteur. Par exemple, si j'ai Tekoufa et ce problème, ou Aviv et ce problème, ou Perot HaIlan et ce problème, c'est possible. Ça s'appelle Sa'ad Lashana, un appui pour décider de rajouter un deuxième Hadar dans cette année. Et la Gemara elle-même raconte que Rabban Shimon ben Gamliel avait rajouté un deuxième Hadar par rapport à ces facteurs, parce que il y avait aussi le facteur de Aviv. Donc, 2 facteurs réunis. Ketzad, comment concrètement ça s'est passé? Rabbi Yannai Omer, Mishum Rabban Shimon ben Gamliel. Rabbi Yannai va raconter une histoire par rapport à Rabban Shimon ben Gamliel, qui était le Nassi du Sanhedrin à son époque. Il a envoyé un courrier à la communauté en disant Meodarin anachna lechon. Nous vous informons, nous vous envoyons cette information. Des gozalaya rekichin. Les oiseaux, les volailles sont petits. Ve'imraya dadekin. Et les agneaux sont petits, sont fins, sont maigres. Ve'zimna de aviva lomata. Et le zman du aviv n'est pas encore arrivé. Shamor et chodesh à aviv. Donc il y a combien de facteurs? Il y a 2 facteurs. Il y a le facteur de Aviv et le facteur de la petitesse de ces animaux et ces oiseaux pour le Korban Pessah ou pour les Kinim. Eh bien, Shapirat Milta Be'anpai, alors j'ai trouvé bon à mes yeux, Veosi Fit Al-Shatada, et j'ai rajouté sur cette année Tlatin Yomin, 30 jours, c'est-à-dire le mois de Hadar supplémentaire, un 13e mois. Donc nous voyons qu'en effet, ça confirme ce qu'on a dit juste précédemment, que ça ne peut pas être une raison suffisante que l'histoire de la petitesse des agneaux, des oiseaux, mais ça peut être un facteur qui s'associe à un deuxième facteur. Comme a fait Rabban Shimon Gamliel, qui avait le problème du Aviv, et là, il a rajouté aussi le problème de la petitesse des animaux et des oiseaux, et là, en effet, il a rajouté un deuxième Hadar. Maintenant, la Gemara va se focaliser sur un petit détail. Qu'est-ce qu'on a vu ici? Qu'il a rajouté combien de jours dans l'année? 30 jours. Là, on va voir que normalement, lui-même, il dit que c'est 29 jours. Mais Tive, Kamar Ibur Hashana, Shloshim Yom, Rabban Shimon Gamliel Omer, Chodesh. Dans cette baraïta, nous voyons une mahloket entre Tanakama et Rabban Shimon Gamliel. Selon Tanakama, combien de jours il faut rajouter? 30 jours. C'est-à-dire que le deuxième Hadar, il est constitué de 30 jours. Or, Rabban Shimon Gamliel, qu'est-ce qu'il dit? Chodesh. C'est quoi Chodesh? Rachid dit 29 jours. Alors, il se contredit, car une fois lui-même, il a rajouté 30 jours, et une fois, il dit que c'est 29 jours. Alors, combien c'est? 29 ou 30? Amar Rav Papa, Ratsu Chodesh, Ratsu
30 yom. Rav Papa dit que c'est facultatif. Il n'y a pas de halakha qui nous impose un nombre de jours. S'ils veulent, ils rajoutent un hadar de 29 jours. S'ils veulent, ils rajoutent un hadar de 30 jours. Il n'y a pas d'obligation, soit 29, soit 30. Là-dessous. Maintenant, la Gemara ouvre une parenthèse très curieuse. Elle va nous parler de la Hanava de Rabban Gamliel par rapport à son fils Rabban Shimon ben Gamliel. Alors, je vais dire les choses d'abord globalement, et après on va lire ça dans le texte. Rabban Shimon ben Gamliel, donc le fils de Rabban Gamliel, était connu pour être quelqu'un de Hanav. Il y a une histoire dans Masechet Baba Metzia où son fils, qui était Rabbi Yehuda Nassi, le fils de Rabbi Shimon ben Gamliel, c'était Rabbeinu Kadosh, Rabbi Yehuda Nassi, qui a rédigé toutes les Mishnayot, le chasse. Quand il était jeune, il avait son camarade de classe, c'était Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai. Et quand ils étaient jeunes, Rabbeinu Kadosh était jaloux de Rabbi Elazar, qui était très fort. Alors, il est venu voir son père. Il a exprimé sa souffrance, sa jalousie. Son père lui a dit, Rabban Shimon ben Gamliel lui a dit, tu sais, vous deux, vous êtes très forts. Seulement, lui, il est Ari ben Ari, lion, fils de lion. Car son père, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Mais toi, mon fils, tu es très fort, tu es un lion, mais tu es le fils d'un renard. Ari ben Shu'al. Ça veut dire que Rabban Shimon Gamliel était tellement hanav qu'il s'est qualifié de Shu'al par rapport à Rabbi Shimon bar Yochai. Donc nous voyons la hanava. Et son père, Rabban Gamliel, était connu pour être quelqu'un de très dur, très autoritaire. Nous le voyons au travers de plusieurs histoires qu'il a eues avec Rabbi Yoshua ben Hanania. Dans Masechet Brachot, où il lui a dit « Reste debout » par rapport à Arvit, est-ce que Tfilat Arvit Reshut ou Chova, devant tout le monde, il lui a dit « Reste debout pendant tout le shiur » Amod al raglecha v'ya'idu becha. Ou bien dans Masechet Rosh Hashanah, la Mishnah raconte que Rabban Gamliel a dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, moi j'ai fait un calcul par rapport au Rosh Chodesh, j'ai fixé Rosh Chodesh et donc Kippour ça tombe tel jour. Et toi tu as dit que non, et donc Kippour il tombe le lendemain. Je voudrais que tu viennes le jour de Kippour avec ton bakel, avec tes marottes, le jour de Kippour chez Haliot Beheshboncha. Et il a été posé la question, on lui a dit oui, elle est Moadé Hashem, Asher Tikri Otam et Moadam, Tikri Otam et la Atem, Atem Afilo Motaïn, Atem Afilo Shogegin, Atem Afilo Mezidin. Et donc il a été se soumettre au Nassi Rabban Gamliel. Mais les Hachamim se sont révoltés. Ils ont dit, jusqu'à quand il va continuer à l'humilier comme ça? Ils ont décidé de faire un coup d'État. Ils ont destitué Rabban Gamliel de son trône de Nassi. Et ils ont dit, il faut le remplacer par quelqu'un. On dit, mais par qui on peut le remplacer? Par Rabbi Yoshua ben Hanania, qui est très fort, mais ça se fait pas. C'est son adversaire. Ça va être trop dur pour Rabban Gamliel. Non seulement qu'on l'a destitué de son poste, mais en plus on va le remplacer par son adversaire, Rabbi Yoshua ben Hanania. Non. Ça s'appelle Bar Plukte. Il va avoir trop de halishut hadat. Alors peut-être Rabbi Akiva, qui est très grand en Torah, mais il n'a pas le srout avot. Si Rabban Gamliel le regarde avec un regard foudroyant, il peut lui porter l'œil et lui faire du mal. Il n'a pas srout avot pour être protégé puisqu'il était ben Guérim. Alors donc ils ont décidé d'installer à sa place Rabbi Elazar ben Azaria en tant que Nassi. Et Rabbi Elazar ben Azaria, il était la 10e génération depuis Ezra Sofer. Et il était hacham, seulement il n'était pas âgé. Il était jeune, il n'avait que 18 ans. Et Akshbaruch lui a fait un nes, il a eu
des poils blancs dans sa barbe. C'est pour ça qu'il va dire, on dit dans la Haggadah de Pessah, Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Hare ani keben shiv'im shana, nelo zachiti shete'amer yetziat Mitzrayim balelot ad shederashah ben zoma. Alors, ça veut dire Hare ani keben shiv'im shana. J'ai l'apparence de quelqu'un de 70 ans, parce qu'il a eu 18 rangées de poils blancs dans sa barbe, alors qu'il n'avait que 18 ans. Et après, à un moment donné, ils ont mis le Shabbat au Rabbi Elazar ben Azaria, c'était lui qui faisait la dracha, et ensuite ils ont restitué ils ont rendu à Rabban Gamliel le siège, mais par rotation avec Rabbi Elazar ben Azaria. Donc il y avait une rotation, par alternance. L'un faisait Shabbat, et l'autre était d'Oresh d'autres Shabbatot. Alors, Rabban Gamliel donc était connu pour être takif, strict, rigoureux, et Rabban Shimon Gamliel était connu pour être anav. Et la Gemara va dire, regarde-moi ça, le décalage des générations. On va dire, l'orgueilleux des générations précédentes était plus humble que celui qui était humble dans les générations suivantes. Comment on va voir ça? C'est que Rabban Shimon ben Gamliel, son fils, quand il a dit « j'ai rajouté un deuxième Hadar parce que j'ai trouvé bon à mes yeux », il n'a pas parlé de ses Haverim, du Sanhedrin. Il s'est attribué à lui tout seul le droit de décision. Alors que son père, Rabban Gamliel, quand il a rajouté un deuxième Hadar, il a dit parce que moi et mes amis, mes collègues, on a trouvé bon de rajouter un deuxième Hadar. Alors tu vois que le fils, il dit moi, comme si c'est moi exclusivement qui a pris la décision, alors que son père va dire moi avec mes collègues, nous avons pris de concert cette décision après concertation ensemble. Alors tu vois que les takifés des premières générations sont plus anav que les anavim des dernières générations. Alors on va lire maintenant ça dans le texte. Tahazé, viens voir. Maïka, quelle est la différence ben takifa et kadmae entre les gens durs, autoritaires des premières générations, les invetane batrae, par rapport aux anavim, les derniers anavim, les gens hommes des dernières générations. Détania, comme la Baraïta raconte, Maaseh Rabban Gamliel, il était une fois Rabban Gamliel, Shehaya Yoshev al Gav Ma'ala Beharabait, il était assis sur une marche du mont du temple, et qui était devant lui, Vehaya Yohanan, Sofer Halaz, Omed Lefanav. Et son scribe, Yohanan, le Sofer, le fameux Sofer Halaz, Omed Lefanav, il se tenait debout devant le Nassi. Veshalosh Igarot Hatuchot Lefanav Munachot. Et il y avait devant lui 3 parchemins pour pouvoir écrire dessus des courriers. À Marlo, Rabban Gamliel va dire au scribe, au sofer, à Yohanan à sofer, il lui a dit, Tol Igarta Hada, prends l'un des 3 parchemins, Urtov, écrit dessus, les Ahana Bene Galilaa Ila'a, à nos frères, les gens de la haute Galilée, ou les Ahana Bene Galilaa Tata'a, à nos frères, les gens de la basse Galilée, Shlomechon Isge, que votre paix grandisse, c'est-à-dire, il leur adresse des salutations. Et il leur dit, Meodarin Anachna Lechon, on est là, on vous envoie ce courrier pour vous informer Desman Bi'ura Mata, Leafrouché Maasra, Mimaratana des États. C'est-à-dire, en Galilée, il y avait beaucoup de champs d'oliviers. L'huile d'olive venait de la Galilée. Et donc, il leur disait, le moment est arrivé de faire le Bi'ur Maasrot, et de prélever le maaser des cuves où on mettait les olives
à suer, à transpirer. Parce que les olives, avant de les concasser et de les broyer pour en extraire de l'huile, il fallait d'abord les ramollir en les laissant macérer dans des grandes cuves qu'on appelle ma'atan. Et là-bas, on les laissait suer et transpirer, se ramollir pour ensuite les concasser, les broyer. Alors maintenant, il leur parle de quoi? Il leur a envoyé ce courrier, pourquoi? Alors pour ça, il faut une longue introduction. Normalement, d'une shemitah à l'autre, on a 6 années agricoles. Ces 6 années agricoles sont réparties en 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 3 premières années et les 3 dernières années, elles ont les mêmes lois. À savoir que pendant les 6 ans, on doit donner la terouma au Kohen. On doit prélever le maaser rishon et on donne au Lévi. Le maaser sheni, la deuxième dîme, ce sont des fruits qu'on va prélever, qui sont kadosh, qu'on doit manger à Yerushalayim. Mais si c'est trop lourd ou trop loin, Yerushalayim, on transfère la kedusha des fruits sur de l'argent, et cet argent-là, on l'emmène à Yerushalayim pour acheter des produits alimentaires qu'on va consommer à Yerushalayim, intramuros. Mais le maaser sheni ne s'applique pas pendant les 6 ans, les 6 années agricoles. C'est uniquement la première et la deuxième année. Car la troisième année, on va donner plutôt le maaser ani, la dîme aux pauvres. La deuxième dîme, ce sera plutôt pour les pauvres, maaser ani. Au lieu de maaser sheni, maaser ani. Pareillement, la 4e et 5e année, on va donner maaser sheni. Mais la 6e année, pas maaser sheni, maaser ani, le maaser aux pauvres. Alors, répétons, terouma au Kohen pendant les 6 ans. Maaser rishon au Lévi pendant les 6 ans. Par contre, maaser sheni, c'est que l'année 1, 2 et 4, 5. Tandis que l'année 3 et 6, c'est maaser ani qui remplace maaser sheni. Maintenant, la Torah, dans Parashat Kitavo, nous parle de bi'ur ma'asrot et de vidouy ma'asrot. Bi'arti hakodesh min habayit. Peut-être que ça vaudrait la peine de lire les psukim, ça nous donnerait plus d'illustrations pour comprendre encore mieux le sujet. Il est écrit Ki techale la'aser et kol ma'asar tevuatecha bashana shelishit shenat ha'ma'aser. Lorsque tu as terminé de prélever le ma'aser de ta production agricole, bashana shelishit, la 3e année, qui est shenat ha'ma'aser, l'année du ma'aser. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'année du ma'aser où il n'y a qu'un seul des 2 ma'asrot. Il n'y a que le ma'aser rishon qui est resté rescapé des 2 premières années. Car le maaser sheni, il a disparu. Qu'est-ce qu'il est remplacé par quoi? Par maaser ani. À qui on donne le maaser ani? Venatata, d'abord la Lévi, maaser rishon, la guerre, la yatom, la almana. Ce sont les pauvres. La 3e année, c'est ça ce qu'ils vont manger. Mais ensuite, avant Pessah de la 4e année, Ve'amarta nifnei Hashem Elohecha bi'arti hakodesh min habayit. J'ai éliminé le kodesh de la maison. Ve'gam netativ la Lévi ve'la guerre la yatom ve'la almana kechol mitzvatecha asher tzivitani. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Lo avarti mi mitzvotecha ve'lo shachachti. Je n'ai pas transgressé tes mitzvot, je n'ai pas oublié de donner ce qu'il fallait. Je n'ai pas mangé quand j'étais tamé le maaser sheni, il n'a pas mangé quand il était onen, et ainsi de suite. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, alors Hachem, je te supplie, Ashkifa mimeron kochecha min hashamayim ubarech et amecha et Israël et Adama asher natata lanu kasher nishbata lavotenu eret zavat halav udvash. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu de nous bénir et déverser sur nous toute sa faveur, toute sa bénédiction. Alors,
Quand est-ce qu'on faisait ce vidouille? Ce que je viens de dire, c'est une déclaration. Cette déclaration, on la faisait avant Pessah de la 4e année, car on était à l'issue des 3 années. D'accord? Donc, la 4e année, elle est à l'issue des 3 premières années, des 6 années agricoles, et la 7e année, qui est l'année de la Shemitah, elle est à l'issue des 3 dernières années des 6 ans agricoles. Alors, maintenant, qu'est-ce que faisait Rabban Gamliel? Rabban Gamliel, il a envoyé un courrier aux gens de la haute et basse Galilée pour leur dire, vous avez beaucoup d'olives, le moment est arrivé de liquider tout ce que vous donnez. Vous avez donné la terouma au Kohen? Bon, j'espère. Maaser Rishon au Lévi, Maaser Sheni, Maaser Ani. Maintenant, le moment est arrivé du birour. Donc maintenant, il faut être mafriche la totalité. Très bien. Zman bi'ura mata, le moment du bi'ur est arrivé. Bi'arti hakodesh min habayit. Alors, il y a une marloquette entre les rishonim, comment se faisait ce bi'ur? Est-ce que vraiment il fallait éliminer ou bien il fallait juste abandonner? Bi'arti hakodesh min habayit. Le Rambam dit qu'il faut faire sortir juste de la maison. Il n'y a pas une mitzvah de brûler ou d'éliminer. C'est pas comme le bi'ur hametz. Bon, on rentre pas dans les détails. Mais en tout cas, c'était ça ce qu'il voulait leur dire. Et maintenant, idem, il va envoyer le même courrier, mais aux habitants de la Judée. Vous, les gens du sud d'Israël, Shlomechon Isge, que votre paix grandisse. Mais au Dana, Anachna Lechon, on vous informe des Zman Bi'ura Mata. Le Zman du Bi'ur est arrivé. Donc, comme on a dit, avant Pessah de la 4e année et de la 7e année. Les Afrouché Ma'asra, Me'omare Shibolaya. De prélever le Ma'aser des bottes de céréales. Shibolim, c'est les céréales. Rashi explique que dans le sud, ce qui poussait là-bas beaucoup, c'était les céréales. Et dans le nord, dans la Galilée, ce qui poussait, c'était les oliviers. Comme on dit, Ma'asar, Deganecha, Tiroshecha, Meitzharecha. Dagan, c'est les céréales. Tirosh, c'est le vin, c'est les vignes. Et Itzhar, c'est l'huile d'olive. Donc il faut prélever le maaser. Tol Igar Tahada. Prends maintenant une 3e Igeret, 3e courrier, et écrit les Ahana Bene Galvata Bebavel. À nos frères qui se trouvent en diaspora babylonienne, ou les Ahana de Bemadaï, et nos frères qui se trouvent en diaspora en Madaï, en Médie, Velishar Kol Galvata d'Israël, ainsi que tous les juifs de la diaspora, exilés dans les 4 coins du monde, Shlomechon Isgele Alam, que votre paix grandisse à jamais. Meodaïn Anachna Lechon, on vous informe des Gozlayar et Kichin, que les oiseaux, les volailles, sont encore petites. Ve'imraya, adkin, dadekin, et les agneaux sont encore petits, ils sont maigres. Ve'zimna de aviva lomata, et le zman du aviv n'est pas encore arrivé. Shamor et chodesh aviv. Ve'shapira, milta be'anpai ou be'anpe haverai, et on a trouvé, bon, moi et mes amis, Veosifit al-Shatada, on a rajouté sur cette année, Yomin Tlatin, 30 jours, c'est-à-dire un 2e Adar de 30 jours. Alors, quelle est la remarque? La remarque, en fait, c'est paradoxal, c'est contradictoire, car on a dit que Rabban Gamliel était takif, strict, rigoureux, autoritaire. On a dit que Rabban Shimon de Gamliel était Anav. Oui, Rabban Shimon de Gamliel était Anav. Il avait dit à son fils, toi tu n'es que un lion fils de Shoal. Alors comment ça se fait que Rabban Gamliel ait dit, je me suis concerté avec mes amis et on a décidé de rajouter un 2e Adar. Alors que son fils a dit, j'ai décidé de rajouter un 2e Adar en tant que Nassi. Alors la Gemara répond, Dilma Batar de Avro.
Rabban Gamliel s'est assoupli après qu'on l'ait destitué de son poste. Là maintenant, il tenait compte de ses haverim. Mais Tosfot explique avec plus de précision. Tosfot dit comme ça. Batar de Avrou, Pirouche, Vehayalo Haver, Rabbi Elazar ben Azaria, Shehaya Nasi Imo, les Kachamar, Ben Pe Havraï. C'est-à-dire qu'étant donné qu'il remplissait le rôle de Nassi, mais par alternance, par rotation, une fois c'était lui, une fois c'était Rabbi Elazar ben Azaria. Donc ils étaient deux Nessi'im. Alors il était en quelque sorte tenu de se concerter avec le deuxième Nassi, puisque le deuxième Adar doit être rajouté par le Nassi. Eh bien, s'il y a deux Nessi'im, eh bien, il faut qu'ils se concertent. Voilà, donc c'était pour ça qu'il a dit Be'an Pehavraï. C'est pas forcément une preuve de Hanava extrême. C'est tout simplement, puisque il y a deux Nessi'im, alors il faut que les deux donnent leur approbation. Tanu Rabbanan, Al Shelosha Devarim, Me'aberin et Hashana, Al Ha'aviv, Ve'al Perot Ha'ilan, Ve'al Atekufa. Al Shnai Mehem Me'abrin, Ve'al Echad Mehen En Me'abrin. ובזמן שאביו אחד מהם, הכל שמחין. רבי שמעון בן גמליאל אומר, על התקופה. Fin de citation de la Baraïta. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette Baraïta? Un enseignement fondamental, à savoir, quels sont les facteurs qui peuvent déclencher un deuxième Adar? La décision des Chachamim d'instaurer un deuxième Adar pour transformer une année classique de 12 mois en une année atypique de 13 mois. Qu'est-ce qui peut causer le rajout d'un deuxième Adar? Alors la Baraïta nous dit qu'il y a 3 facteurs possibles. Primo, al-ha'aviv. Qu'est-ce que ça veut dire aviv? Différemment de ce qu'on connaît, la traduction classique de aviv, qui veut dire le printemps, ici, en l'occurrence, ce n'est pas cela la traduction. Ici, le mot aviv veut dire la maturation des céréales. Les céréales, ça met un certain temps pour pousser, jusqu'à ce que les graines soient charnues. Alors ça met du temps. Lorsqu'en effet, les graines de céréales, le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, l'épeautre, eh bien, lorsque les grains sont raffermis, ça s'appelle aviv. Mais lorsqu'on a des écorces, le son du blé, le son de l'orge, lorsque les écorces sont encore vides, alors ce n'est pas encore aviv. Comme la racine du mot aviv, c'est ibbehanahal, c'est le grain. Donc le grain, il faut qu'il soit déjà charnu, avec de la chair. Si jamais on constate que Pessah va arriver et que les graines ne sont pas encore charnues, c'est une raison suffisante, c'est une raison valable pour rajouter un deuxième Adar. Qu'est-ce qu'on va gagner? Eh bien, on va décaler la fête de Pessah. La Torah nous dit « Shamor et Chodesh ha'aviv ». Il faut que la fête de Pessah tombe dans une période, dans un mois qui est aviv. C'est-à-dire que les graines de céréales ont déjà mûri. Elles sont déjà charnues. Alors ça, c'est un facteur pour rajouter un deuxième Adar. Al-Aviv. Deuxième facteur, Be'al Perot Ha'ilan. Également pour les fruits des arbres. Pourquoi est-ce qu'on va rajouter un deuxième Adar?
étant donné que à Shavuot commence la mitzvah des Bikurim. La Torah nous demande que chaque agriculteur, propriétaire d'un verger, propriétaire d'un champ agricole, il faut qu'il apporte au Beth Amikdash une corbeille avec les 7 fruits d'Eretz Israël. Chita, Us'ora, Gefen, Ut'ena, Berimon, Eretz Zet Shemen, Udvash. Donc on a 7 fruits dont Eretz Israël fut loué. Eh bien, il faut apporter les prémices. À quel moment on apporte les prémices de ces 7 fruits? Entre Shavuot et Sukkot. Mais qu'est-ce qui intéresserait les gens? Eh bien, les gens, évidemment, sont intéressés à faire d'une pierre deux coups. Si déjà ils vont pèleriner au Beth Amikdash pour la fête de Shavuot, ils seront bien contents d'apporter en même temps les fruits des Bikurim, les prémices. Or, si les fruits des arbres n'ont pas encore bien poussé, n'ont pas mûri, donc on ne peut pas encore apporter les Bikurim. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Aller au Beth Amikdash pour Shavuot, après avoir déjà été pour Pessah. Après, ils sont revenus pour Shavuot. Et après, ils vont devoir revenir encore pour apporter les prémices, les Bikurim. Ça, c'est beaucoup de voyages, surtout dans les conditions de voyage de l'époque. Ce n'était pas évident, ce serait trop fatigant. Alors, c'est une raison valable pour rajouter un deuxième Hadar. Si avant Pessah, on a rajouté un deuxième Hadar, donc on a gagné un mois de plus. Shavuot est décalé, comme Pessah est décalé, Shavuot aussi est décalé. Et ça laisse le temps aux fruits des arbres de pousser, de mûrir. Comme ça, quand ils vont aller aux fêtes de pèlerinage de Shavuot, ils pourront apporter avec eux les prémices, les fruits des Bikurim. C'est arrangeant. Ça arrange tout le monde. Ça s'appelle Al Perot HaIlan. Troisième facteur, c'est le facteur le plus connu, vers la Tekoufa. Qu'est-ce que ça veut dire Tekoufa? La saison. On a appris que l'année solaire, c'est elle qui est en fait constituée de 4 saisons. Dans une année solaire, il y a 365 jours et 6 heures. Si on divise par 4, alors prenons 364 jours divisé par 4, ça fait 91 jours. Il nous reste encore un jour et 6 heures. Dans un jour, il y a 24 heures, plus 6 heures, ça fait 30 heures. 30 divisé par 4, c'est 7,5. Ce qui veut dire que chaque saison, automne, hiver, printemps, été, est constituée de 91 jours et 7 heures et demie. C'est ça, la durée d'une saison. Et après la transition d'une saison à l'autre, ça s'appelle Tekoufa. La Tekoufa, c'est le démarrage de la nouvelle saison. Ça porte un nom. Il y a Tekoufat Tishri, c'est l'automne. Tekoufat Tevet, c'est l'hiver. Tekoufat Nissan, c'est le printemps. Tekoufat Tammuz, c'est l'été. Chaque saison, elle dure 3 mois. Alors, par exemple, Tekoufat Tishri, on a dit c'est l'automne. Tishri, Heshvan, Kislev, 3 mois d'automne. Ensuite, on a Tekoufat Tevet, 3 mois d'hiver. Tevet, Shevat, Adar. Ensuite, le printemps, c'est Tekoufat Nissan. Nissan, Iyar, Sivan. Ensuite, l'été, c'est Tekoufat Tammuz. Tammuz, Av, Elul. Et après Elul, on a Tishri, à nouveau, l'automne. Il faut veiller à ce que les fêtes juives tombent dans leur Tekoufa. À savoir que Pessah tombe dans la Tekoufa de Nissan. Et que Sukkot tombe dans la Tekoufa de Tishri. Si on ne rajoutait pas un deuxième Hadar, il se peut que Pessah tombe
avant la Tekoufa de Nissan. Et donc, la Tekoufa de Nissan, elle va arriver trop tard. Pessah ne va pas tomber, le début de Pessah ne va pas tomber dans la Tekoufa de Nissan. Il est encore dans la Tekoufa précédente. Comment ça s'appelle? Tekoufa Tevet. On ne veut pas de ça. On veut qu'il y ait une adéquation, une correspondance entre la fête de Pessah et la Tekoufa de Nissan. Shamor et Chodesh Aviv. Il n'y a pas que le fait de guetter les graines de céréales, qu'elles soient charnues au moment de Pessah. Il faut aussi que la fête de Pessah tombe dans la saison de Nissan. Et si la Tekoufa de Nissan va arriver trop tard, après Pessah, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on rajoute un Hadar. Si on rajoute un Hadar, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va décaler Pessah. En attendant, la Tekoufa de Nissan va arriver, et donc Pessah va tomber dans la Tekoufa de Nissan. Tout va bien. Idem pour Sukkot. Si la Tekoufa de Tishri, elle n'arrive qu'après Sukkot, eh bien donc Sukkot est tombé dans quelle Tekoufa? De Tammuz. Sukkot, c'était en été, au lieu d'être en hiver. C'est pour cela que, si les Hachamim prévoient cette situation, que Sukkot va tomber dans la Tekoufa de Tammuz, au lieu de tomber dans la Tekoufa de Tishri, on rajoute un deuxième Hadar. Et si on rajoute un deuxième Hadar, on décale Sukkot. La Tekoufa de Tishri a déjà le temps de démarrer, et quand Sukkot arrive, eh bien Sukkot arrive en plein Tekoufa de Tishri. Tout va bien. Ça s'appelle la Tekoufa. Donc je résume, quels sont les trois facteurs déclenchant le rajout du deuxième Hadar? Eh bien, c'est soit Aviv, soit Perot Ilan, soit Tekoufa. La Braïta continue en disant ou Bisman chez Aviv, pardon, excusez-moi, j'ai sauté une phrase très importante. Al shenaim mehem me'aberin, ve'al ehad mehem en me'aberin. Figurez-vous que pour devoir ajouter un deuxième Hadar, il faut qu'il y ait deux facteurs réunis. Un seul facteur n'est pas une raison suffisante pour pouvoir déclarer un deuxième Hadar, rajouter un deuxième Hadar. Il faut qu'il y ait deux facteurs réunis. Soit Aviv et Perot Ilan, soit Perot Ilan et Tekoufa, soit Aviv et Tekoufa. Il faut absolument deux facteurs réunis. Et la Baraïta dit quelque chose de sympathique, de curieux. Elle dit, lorsque le Aviv, la raison de Aviv, le facteur Aviv, fait partie des raisons pour lesquelles on a rajouté un deuxième Hadar, eh bien les gens sont contents, les gens sont heureux. Pourquoi? Qu'est-ce qui réjouit les gens? Le fait d'avoir Aviv comme étant l'un des deux facteurs qui ont déclenché le deuxième Hadar. C'est parce que si le Aviv ne faisait pas partie des facteurs, alors quel facteur on aurait? Lesquels deux facteurs on aurait? Tekoufa et Perot Ilan, c'est-à-dire les fruits des arbres par rapport à Shavuot, pour amener les Bikurim. Également Tekoufa pour la correspondance fête de Pessah avec le printemps ou fête de Sukkot avec l'automne. Nachon, les amis, pourquoi les gens ne sont pas super contents? Parce que le Aviv n'a aucun problème. C'est quoi Aviv? On a déjà dit, c'est le raffermissement des grains. Aviv, c'est les grains déjà charnus. Nous avons une règle, c'est que le Korban HaOmer, le deuxième jour de Pessah, quand on a porté un sacrifice de la nouvelle récolte de céréales, qu'on appelle le Hadash, la nouvelle récolte de céréales, à partir de ces graines d'orge,
On allait prendre une petite quantité qui s'appelle Omer. Omer, c'est l'équivalent de Asirit Haefa. C'est le volume de 43 œufs. On apportait de l'orge et on allait l'offrir comme sacrifice dans le Beth Amikdash le deuxième jour de Pessah, premier jour de Chol HaMoed Pessah. Dès le moment où on avait sacrifié le Homer, désormais, tout le monde avait le droit de manger de la nouvelle récolte de céréales. Sinon, c'était interdit. Tant qu'on n'a pas sacrifié le Homer, tant que le deuxième jour de Pessah n'est pas arrivé, on n'avait pas le droit de manger de la nouvelle récolte de céréales. Première introduction. Deuxième introduction, le Homer devait être sacrifié avec des graines qui s'appellent carmel. Velechem kali vecharmel lotochelu ad etzem hayom hazeh. Et qu'est-ce que c'est que carmel? Carmel, c'est la contraction de deux mots. Rach ou malé. Rach, tendre, malé, plat. C'est-à-dire que dans les tiges de céréales, dans les tiges de graines d'orge, on devait avoir des graines déjà charnues, c'est-à-dire que l'enveloppe de chaque grain devait être déjà pleine du grain lui-même, mais le grain ne devait pas être sec, il devait être frais, rare, tendre. Lorsque vous laissez des graines séchées, elles deviennent dures. Or, il ne fallait pas que les graines soient dures, il fallait qu'elles soient rares. Alors maintenant, si les graines étaient déjà charnues, alors les gens avaient de la peine. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais c'est bon, là maintenant, on aurait pu faire le Korban HaOmer. Les grains sont tout à fait adéquats. Or maintenant, qu'est-ce qui va se passer? À cause des deux autres facteurs, à savoir Perot HaIlan, les fruits des arbres pour les Bikurim à Shavuot, ou la Tekoufa, c'est-à-dire la saison qui devrait correspondre à la fête de Pessah, printemps, Sukkot, automne, à cause de cela, on va décaler, on va rajouter un deuxième Adar, on va décaler la fête de Pessah. Qu'est-ce qui va se passer avec ces graines? Ils vont sécher. Alors il va falloir apporter des graines du lointain, Nachon, ou des graines sèches. Et en plus, on ne va pas pouvoir faire le korban immédiatement, le korban du Homer. Alors les gens étaient tristes. Par contre, si les graines n'étaient pas adéquates pour le sacrifice du Homer, alors tout le monde était content. Ils disent, mais c'est normal qu'on rajoute un deuxième Adar, parce qu'on ne peut pas encore sacrifier le Homer. Il faut que les graines soient carmel, rach ou malé. Alors il faut attendre. Alors on rajoute un deuxième Adar, c'est compréhensible. Tout le monde est compréhensif, tout le monde est content. Ok? Ça veut dire que il faut suivre la nature et c'est normal. Mais lorsque au niveau de la nature, tout va bien, c'est juste pour d'autres raisons, comme les deux facteurs de Tekoufa et le facteur Perota Ilan, à cause de ça, on a dû rajouter un deuxième Adar et décaler la fête de Pessah d'un mois de plus, les gens, ils sont un peu tristes. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, à la Tekoufa. Rabban Shimon ben Gamliel dit, à la Tekoufa. Alors, la Gemara dit, je comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire. Ibaya Léo. À la Tekoufa, Semehin, ou à la Tekoufa, Me'aberin. Teko. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux possibilités de comprendre ce que voulait dire Rabban Shimon ben Gamliel. Quand il a dit à la Tekoufa, peut-être qu'il voulait dire qu'on n'a pas besoin de deux facteurs réunis lorsque la Tekoufa est le facteur en question. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il faut deux facteurs réunis? C'est uniquement par rapport à Perota Ilan et Aviv. Mais si le facteur qui déclenche le deuxième Adar, c'est Tekoufa, eh bien c'est amplement suffisant. On n'a pas besoin d'un deuxième facteur. Et Rashi explique, parce que ça c'est Minatora, Shamor et Chodesh Ha'aviv.
veille à ce que Pessah tombe au printemps, veille à ce que Sukkot tombe en automne. Alors si c'est une question de Tekoufa, alors je n'ai pas recours à un deuxième facteur pour ajouter un deuxième Adar. C'est une raison amplement suffisante pour rajouter un deuxième Adar. Donc c'est peut-être ce que voulait dire Rabban Shimon Gamliel. Il est cholek sur Tanakama. Tanakama dit que même si j'ai le facteur Tekoufa en jeu, ça ne suffit pas. Il faut associer un deuxième facteur, soit Perot Ha'ilan, soit Aviv. Mais Rabban Shimon Gamliel dit non, Tekoufa, ah la Tekoufa. Si j'ai le facteur Tekoufa, ça suffit. Dayenu is very good. Pourquoi tu as besoin d'un autre facteur? Mais ça c'est Minatora. Ou bien, Rabban Shimon Gamliel, ce qu'il voulait dire, c'est pas ça. Non, il est d'accord avec Tanakama qu'il faille deux facteurs réunis. Ce qu'il voulait dire, c'est la chose suivante, que si la Tekoufa fait partie des facteurs, des deux facteurs, les gens sont contents. Comme lorsque Aviv fait partie des deux facteurs, les gens sont contents, ainsi, lorsque la Tekoufa fait partie des deux facteurs, les gens sont contents. Et pourquoi ils sont contents? Parce que lorsqu'ils vont revenir de Sukkot, après Sukkot du Beth Amikdash, ils vont pas revenir en plein hiver dans la pluie et la neige et la boue. Pourquoi? Car qu'est-ce que c'est que Tekoufa? On a expliqué que Tekoufa, c'est la saison. Alors, Pessah doit tomber dans la saison du printemps et Sukkot dans la saison de l'automne. Mais imaginons que Sukkot, de toutes les façons, il tombait bien dans la saison d'automne. Et malgré tout, tu as rajouté un deuxième Adar. Et pourquoi tu avais rajouté un deuxième Adar? Pour les deux autres facteurs, Aviv et Perot Ha'ilan. Pas pour le problème de Tekoufa. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, sache que, puisque Sukkot, de toutes les façons, tombait en début d'automne, et tu as quand même rajouté un deuxième Adar à cause de Aviv et Perot Ha'ilan, eh bien, les gens, quand ils vont aller à Jérusalem pour la fête de Sukkot, quand ils vont revenir, ils seront en plein dans la pluie. Marron. Et ils vont revenir, oh là là, dans les conditions de voyage de l'époque, en train de patauger dans la boue, avec parfois même des tempêtes de neige. Ce n'est pas agréable. Alors les gens n'étaient pas très contents. Voyez-vous? C'est-à-dire que quand est-ce que les gens sont contents d'un rajout, d'un Adar supplémentaire, d'un deuxième Adar, que si ça met au diapason la fête avec la saison. C'est-à-dire, pour mettre la Tekoufa de Tishri en adéquation avec la fête de Sukkot. Alors là, d'accord. Là, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, j'ai pas envie que Sukkot tombe avant le Zman. La Torah, au contraire, elle me dit « Shamor et Chodesh Aviv ». Il faut veiller à ce que les fêtes tombent dans leur saison respective. Alors, en effet, il faut que on rajoute un deuxième Adar, parce que pour l'instant, on est encore dans Tekoufat Tammuz. Alors quoi, tu veux que Sukkot tombe en été? It's not good. Tu rajoutes un deuxième Adar, comme ça au moins, Sukkot tombe au début de Tekoufat Tishri. It's very good. Mais si la Tekoufat Tishri, elle tombe en même temps que Sukkot, alors pourquoi tu as décalé Sukkot? Pourquoi tu as rajouté un deuxième Adar que pour le problème de Perot Ha'ilan, que pour le problème de Aviv? Ah, les gens soupirent. Ils disent, oh là là, mais tu t'imagines cette année, on va aller maintenant à Sukkot, et après quand on va revenir de Jérusalem, on va prendre la pluie sur la tête. Et quand on devait voyager, c'était des jours et des jours, à dos d'âne, à dos de chameau, à dos de cheval, ou à pied. Et alors, c'est pas agréable, n'est-ce pas? C'est pour cela que les gens étaient contents lorsque
la Tekoufa faisait partie des facteurs qui déclenchaient le deuxième Adar. Donc la Gemara dit Teko. Teko, c'est-à-dire, on ne sait pas quelle est vraiment la kavana de Rabban Shimon ben Gamliel. Quand il a dit à la Tekoufa, est-ce qu'il voulait dire à la Tekoufa que les gens sont contents, ou bien il voulait dire à la Tekoufa que la Tekoufa est un facteur qui est amplement suffisant pour rajouter un deuxième Adar, même sans associer un deuxième facteur. À lui tout seul, ce facteur Tekoufa suffit pour ajouter un deuxième Adar. Et la Gemara dit Teko, c'est-à-dire que cette baya, ce safek, ce dilemme reste en suspens. On ne sait pas que voulait dire Rabban Shimon Gamliel quand il a dit à la Tekoufa. Est-ce qu'il voulait dire que les gens allaient se réjouir, comme pour Aviv, ou bien il voulait dire que Tekoufa suffit à lui tout seul pour ajouter un deuxième Adar. C'est un facteur qui suffit. Très bien. Et on continue. Tanu Rabbanan, Al Shelosha Aratzot Me'aberin et Hashana. Yehuda, Ve'ever HaYarden, Ve'haGalil. Al Shtain Mehen Me'aberin, Ve'al Achat Mehen, En Me'aberin. ובזמן שיהודה אחת מהן, הכל שמחין, שאין עומר בה, אלא מיהודה. What is it? On l'a dit tout à l'heure, que Eretz Israël est constitué de 3 secteurs. La Judée, la Galilée et l'autre rive du Jourdain. Là où se sont installés Bene Gad, ou Bene Reuven et Hatzi Shevet HaMenaché. Comment ça s'appelle en hébreu la Judée? Yehuda. Comment s'appelle la Galilée? Galil. Et comment s'appelle l'autre rive du Jourdain? Ever HaYarden. Shalosh Aratzot Hen. Et maintenant, on a dit que pour ajouter un deuxième Adar, eh bien, on a 3 facteurs. L'un d'entre eux, c'est quoi? Aviv. Et ça veut dire quoi, Aviv? On a traduit comment? Par le printemps. On a expliqué que Aviv, c'est la formation du grain dans son écorce. Parce qu'il faut qu'on ait un grain charnu. Au moment du sacrifice du Homer, qui est le 2e jour de Pessah, il faut que le grain soit charnu. Pas sec et pas vide. Donc il faut que l'écorce soit pleine de son grain, mais le grain, il ne faut pas qu'il soit déjà sec, il faut qu'il soit rach. C'est la traduction du mot carmel. Carmel, c'est la contraction de 2 mots. Rach, malé. Il faut qu'il soit malé, ok, charnu, mais d'autre part, il faut qu'il soit tendre. On parle du Homer qui était à base d'orge, de la nouvelle récolte de céréales d'orge. Mais ce Aviv-là, imaginez les amis, vous savez que on n'a pas le même climat dans la Judée comme dans la Galilée. Et on n'a pas le même climat en Ever HaYarden. Donc imaginez-vous, Rabotai, que par exemple les céréales ont été précoces dans un secteur et pas dans l'autre. En Judée, on avait déjà des céréales, mais pas c'est-à-dire les grains étaient charnus, ils étaient carmel, mais en Galilée, ils n'étaient pas encore carmel. C'était précoce en Judée, pas en Galilée. Ou bien dans les deux, mais pas en Ever HaYarden, de l'autre rive du Jourdain. Tu m'as dit que Aviv, c'est Carmel, n'est-ce pas? C'est ça, Ibeh Nahal. Alors je veux savoir, dans quel endroit d'Eretz Israël il faut que les grains soient charnus? Alors on te dit, dans la majorité d'Eretz Israël. Et c'est quoi la majorité d'Eretz Israël? Eh bien, c'est en fonction de 2 sur 3. C'est la règle de 3. 2 sur 3. On a 3 secteurs. Eh bien, si dans 2 secteurs, c'est Aviv, is very good. Si dans 2 secteurs, ce n'est pas Aviv, is not good. Il faut que tu rajoutes un deuxième Adar pour que tu aies le Aviv dans 2 sur 3 secteurs.
Alors, maintenant, alors c'est quoi 2 sur 3 secteurs? Aidez-moi, donnez-moi des exemples, s'il vous plaît. 2 sur 3. Galilée et Judée, et on ne tient pas compte de Hever et Yarden. Ou Hever et Yarden et Galilée, on ne tient pas compte de la Judée. Ou Judée et Hever et Yarden, et pas la Galilée. Donc 2 sur 3. Et maintenant, la Braïta te dit quelque chose de très curieux. Elle dit, et si la Judée fait partie des, comment on appelle ça, des endroits qui ne sont pas encore Aviv, par exemple, Hever Yarden et Yehuda, la Judée, tous les deux, on ne sait pas encore Aviv. Mais en Galilée, c'est déjà Aviv. C'est-à-dire que les graines de céréales ont été précoces en Galilée, mais pas dans la Judée et ni dans la rive du Jourdain. Alors, dans ce cas-là, on va devoir ajouter un deuxième Adar, oui ou non? Oui, très bien. Pour que ce soit Aviv dans la majorité des Eretz Israël. 2 sur 3, 2 secteurs. Maintenant, les gens sont contents ou pas? Réponse, oui. Pourquoi? Car on a dit que si Yehuda, la Judée, fait partie des secteurs qui nécessitent un deuxième Adar pour devenir Aviv, alors les gens sont contents. Mais pourquoi? C'est que les gens sont contents parce que on va pouvoir apporter le Homer pour le sacrifice du Homer deuxième jour de Pessah, des céréales qui ont poussé en Judée. Car l'Echatehila, a priori, il faut que le Homer soit sacrifié avec de l'orge qui a poussé en Judée, qui est à côté du Beth Amikdash. Car où est-ce qu'il se situe le Beth Amikdash? En Judée, à Yerushalayim, qui fait partie de Yehuda. Le Beth Amikdash n'est pas en Galilée. Le Beth Amikdash n'est pas en Hever et Yarden. Donc, si, quand on va rajouter un deuxième Adar, ça va permettre aux céréales de la Judée de mûrir, de se remplir, de se raffermir, pour être aptes au sacrifice du Homer, alors les gens sont contents, ils disent « Wow, it's very good !» Parce que maintenant, on a vraiment du Homer de la Judée. C'est ça la halakha, l'echatehila. Mais sinon, si par exemple en Judée, c'est déjà Aviv, mais pas en Galilée ni dans la rive du Jourdain, et donc qu'est-ce qui va se passer? On va devoir ajouter un deuxième Adar pour que ce soit Aviv dans la majorité des Eretz Israël. Car la Judée toute seule, c'est une minorité par rapport à la Galilée et à Yarden. Alors on va devoir ajouter un deuxième Adar. Que va-t-il se passer avec les graines qui avaient déjà poussé dans la Judée? Ils vont sécher. Les graines vont sécher. Est-ce qu'on pourra apporter d'elles le Homer? Le sacrifice du Homer? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est plus Carmel. Rach, tendre. Ce n'est plus tendre, ça a séché. D'où je vais aller chercher le Homer? De la Galilée, Machon, ou de Hever Yarden. Oh là là. Les gens disent, c'est pas superbe. C'est pas superbe. On a dû aller chercher le Homer de là-bas. Oh là là. Alors les gens sont pas contents. Quand est-ce qu'ils sont contents? Que lorsque, dans les 2 secteurs d'Eretz Israël, qui sont la majorité d'Eretz Israël, eh bien, on a la Judée qui est à l'intérieur. Alors, c'est super. Comme ça, quand on rajoute un deuxième Adar, quand est-ce que les grains vont se raffermir? Eh bien, ils vont, grâce au deuxième Adar, ils auront le temps de se raffermir. Et quand on va arriver à Pessah, on aura du Carmel de la Judée. Et on aura un Homer sacrifié avec des graines de Judée. It's very good. Très bien. Et comme il est écrit, et quand la Judée fait partie des 2, tout le monde est content. Pourquoi? Chez Ena Homer Ba et la Yehuda. Car le Homer, il ne provient que de la Judée. Alors, heureusement qu'il y a Rashi, sinon on serait tombé des nues. Je vous ai bien dit qu'on pouvait amener même de la Galilée au pire des cas. Alors pourquoi c'est écrit Enoba ela mina miuda? C'est Rachidi lechatehila. A priori, pas bediavad. A priori,
Mais pas a posteriori. Ça veut dire, si tu n'as pas le choix, eh bien, tu vas chercher en Galilée, tu vas chercher en journée. Mais quand tu as le choix, c'est sûr que priorité à l'orge qui a poussé en Judée. Maintenant, on continue. Tanoura Banan, nouvelle baraïta. En me'aberin et hashanim et la Yehuda. Qu'est-ce que ça veut dire? En me'aberin et hashanim et la Yehuda. Et si on a été me'aber en Galilée, bedi'avad elle est me'uberet. He'id Hanania ish ono, im ibruha begalil ena me'uberet. Mais Hanania de la ville de Ono a témoigné que même bedi'avad, même a posteriori, si on a rajouté un deuxième Adar en Galilée, is not good. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, vous savez que le Beth Amikdash se situait dans la Judée. Et le Sanhedrin siégeait dans la Lishkat Hagazit, dans la salle qui se trouvait dans le Beth Amikdash, qui s'appelle Lishkat Hagazit. Alors, maintenant, est-ce que le deuxième Adar, s'il a été rajouté par un tribunal qui ne siégeait pas dans la Judée, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash, il siégeait en Galilée. Est-ce que ce deuxième Adar est valable, est valide ou pas? Est-ce qu'on peut rendre une année pshuta me'uberet? Est-ce qu'on peut transformer une année classique en une année atypique, embolismique, en rajoutant un deuxième Adar, même si ce tribunal qui a fait ça se trouvait en Galilée? Ou bien est-ce qu'il faut obligatoirement qu'il se situe en Judée? Alors, mahloket. D'après tout le monde, les Ratehila, il faut que ce soit le Sanhedrin qui se trouve en Judée, à Yerushalayim, mais Bedi Avad, mais a posteriori, si c'est un Bedin qui se situait en Galilée qui l'a fait, d'après Tanakama, Bedi Avad Kacher, d'après Hanania Ish Ono, même Bedi Avad is not good. Niet, rien du tout. C'est nul et non avenu. Ce Ibour Hashana, il est caduque. Pourquoi? Parce que le Beddin qu'il a fait, c'est pas le Beddin du Sanhedrin qui est en Judée, c'est un Beddin de Galilée, ça ne sert à rien. Donc c'est mahloket. Amar Rabbi Yehuda, Béré de Rabbi Shimon ben Pazi. Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi, pose la question, Maïtama de Hanania Ish Ono. Quelle est la raison pour laquelle Hanania, de la ville de Ono, a dit que même Bedi Avad is not good? Il apprend du passouk suivant. Amar Kera, le passouk nous enseigne. Les shirno tidreshu ubata shama. Kol derisha sheata doresh lo iyu ela beshirno shel makom. Qu'est-ce que ça veut dire? Le passouk nous dit, tu dois aller à Yerushalayim, dans le Mishkan d'Akadosh Baruch Hu, dans la résidence divine. Quand vous entrerez en Israël, vous ne pourrez pas offrir des sacrifices n'importe où, comme dans le désert où on pouvait construire des bamotes. Non, vous devrez aller, ou bien comme en Eretz Israël, avant qu'il y ait le Beth Amikdash, vous ne pouvez pas. Avant qu'il y ait le Mishkan, on pouvait mettre des bamotes. C'est-à-dire, on construisait une stèle n'importe où et on sacrifiait là où on voulait. Mais dès qu'il y a eu le Mishkan à Shiloh, ça y est, c'était assourd. À quel moment c'était permis? Pendant les 14 années de la conquête d'Eretz Israël et le partage d'Eretz Israël. Ça s'appelle Arba Esre Shnot Kibush Vechiluk. Pendant ces 14 ans, c'était permis. Mais pendant les 369 ans où le Mishkan se trouvait dans la ville de Shiloh, Mishkan Shiloh, c'était assourd. Et après la destruction du Mishkan Shiloh, c'était à nouveau Moutar. Quand le Mishkan se trouvait à Nov et à Giv'on. Mais après, quand on a construit le Beth Amikdash, qui s'appelle Beth Olamim, désormais il y a un issour définitif et ad vitam aeternam de sacrifier sur des stèles, sur des bamotes. Ok, tout ça d'où on l'apprend? Du passouk, les shirnot idreshu ou bata shama. Tu dois rechercher
la résidence divine et tu iras là-bas pour offrir tes sacrifices. Nulle part ailleurs. Mais il n'y a pas que ça. Hanania, de la ville de Ono, Hanania Ish Ono, a dit que ça fait allusion également à ce que les drishot, tout ce qui est tzorkei tzibour, ne peut se faire que dans le Beth Amikdash, dans la résidence divine. Donc seul le Sanhedrin qui est siégé à Yerushalayim, là-bas, on pouvait être Me'aber et Hashana, rajouter un deuxième Adar pour transformer une année simple en année embolismique. Mais sinon, un Beddin de Galilée n'est pas habilité à faire une chose pareille. Car le Passouk dit, les shichnot idreshu ubata shama. Kol drishot she'ata doresh, lo yu ela beshichno shel makom. Ça ne peut avoir lieu que dans le Mishkan d'Akadosh Baruch. On va terminer le daf avec cette suite, encore une braïta. Tanu Rabanan, en me'aberin et hashana, el abayom, ve'im beruha balayla, ena me'uberet. On ne peut rajouter un deuxième Adar qu'en journée. Mais si ça a été fait la nuit, même a posteriori, ça ne sert à rien, c'est nul et non avenu. Mais la sanctification du Rosh Chodesh, c'est-à-dire que si on a fixé Rosh Chodesh la nuit, c'est nul et non avenu. La fixation du Rosh Chodesh, quand le Beddin vont dire Mekoudash pour le Kiddush HaChodesh, ça doit se faire en journée et pas la nuit. Tout de suite, on va voir d'où on apprend cela. Amar Rabbi Abba, Maïkra. De quel passouk on apprend ça? Que le Kiddush HaChodesh doit avoir lieu obligatoirement en journée. Car il est dit, Tik'u ba'chodesh shofar, ba'keseh liyom haggenu, ki chok le'Yisrael hu, mishpat le'Elohei Yaakov. Ezeu hag, she'achodesh mitrase bo, heve omer ze Rosh Hashanah. Uktiv, ki chok le'Yisrael hu, mishpat le'Elohei Yaakov. Ma mishpat bayom, af kiddush hachodesh. Bayom. C'est-à-dire, généralement, les fêtes juives ne tombent pas au début du mois. Les fêtes juives, c'est soit au milieu du mois, comme le 15 Nissan pour Pessah, le 15 Tishri pour Sukkot, le 6 Sivan pour Shavuot. On a toujours une lune apparente, soit la pleine lune, le 15 du mois, soit une demi-lune, le 6 du mois. Mais à quel moment on a une fête juive, à un moment donné où la lune a disparu et elle réapparaît? La néoménie, c'est Rosh Hashanah. Donc Rosh Hashanah est à la fois Rosh Hashanah et Rosh Chodesh. Car c'est quand Rosh Hashanah? C'est le premier Tishri. Le premier Tishri, c'est Rosh Chodesh. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans le Pasuk Tehillim, Tik'u ba'chodesh shofar, ba'keseh leyom haggenu. Sonnez le shofar durant la fête où le mois se cache. Qu'est-ce que ça veut dire le mois se cache? La lune est cachée, car le nom de Chodesh, le mois, pourquoi il s'appelle Chodesh? Car la lune est mithadeshet. La lune se renouvelle chaque mois. Dès que la lune réapparaît, c'est ce qu'on appelle la néoménie, la renaissance de la lune, c'est Rosh Chodesh, c'est Rosh Hashanah. C'est la seule fête que nous avons un jour de Rosh Chodesh, où on a la mitzvah de sonner le shofar. Et ensuite, il y a écrit qui hok li Israël hu. C'est qui va être mechokek? C'est qui va fixer le Rosh Chodesh? Hok li Israël hu. Mishpat le'Elohei Yaakov. C'est le jour du jugement. Rosh Hashanah. Mais aussi, ça fait allusion à un jugement. Vous savez que le tribunal terrestre, quand il opère un din, il va établir un jugement de personnes qui viennent parce qu'elles ont un conflit. Pour faire un din Torah, ça ne peut pas se faire la nuit.
ça doit se faire en journée. Et d'où on apprend ça? Parce qu'il est écrit à propos de l'héritage que le fils aîné prend une part double de l'héritage du père. Eh bien, il est écrit Vehaya beyom hanchilo et banav lo yuchal levaker et ben ha'ahuva al pene ben hasenua habechor qui est habechor ben hasenia yakir la tête lo pishenaim bechol asher imatzelo. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme qui a épousé deux femmes. L'une, elle était mal aimée. L'autre, bien aimée. Mais la mal aimée a donné naissance au Bechor. La bien aimée a donné naissance à un cadet. L'homme n'aura pas le droit de favoriser le cadet à la place de l'aîné. Il devra donner la double part de son patrimoine à l'aîné, même s'il est le fils de la mal aimée. Alors, la Torah dit Vehaya beyom anchilo et banav, le jour de l'héritage. Mais pourquoi est-ce qu'on parle du jour? Il fallait dire Vehaya anchilo et banav. Quand il mourra, eh ben, il va laisser un patrimoine. C'est pour faire allusion au fait que le jugement des juges pour trancher, pour pouvoir répartir les parts respectives de l'héritage, double part à l'aîné, une part au cadet, ce partage se fera en journée, pas la nuit. Vehaya beyom hanchilo et banav, bayom velo balayla. Puisque le pasuk dans Tehilim nous dit ki chok le Israël hu mishpat l'Elohei Yaakov, tikro b'chodesh b'ketzim chagenu ki chok le Israël hu mishpat l'Elohei Yaakov, eh bien c'est pour te dire que de la même façon que le mishpat ne peut avoir lieu qu'en journée, pas la nuit, beyom anchilo et banav, ainsi le kiddush hachodesh ne peut avoir lieu qu'en journée et pas la nuit. Si on a fixé le Rosh Chodesh la nuit, is not good. On a fixé le deuxième Adar la nuit, is not good. Bruchim tiyu.